Tout d'abord, je suis vraiment ravi de vous retrouver. Pour l'instant, vous êtes 15, et il y a une cinquantaine d'inscrits, donc je pense que voilà, 16, c'est en train de continuer d'arriver. Euh, alors, je vais tout de suite commencer à partager ma présentation. J'aurais dû le faire tout à l'heure, mais on va y arriver. Voilà. Comme ça, vous voyez mon visage en entier pour commencer. Voilà. Et là, maintenant, vous allez me voir en plus petit. Alors, effectivement, donc le thème de ce soir, HPI multipotentiel, comment redevenir ou comment devenir un entrepreneur à succès. C'est vraiment destiné à toutes celles et tous ceux qui soit souhaitent entreprendre, soit ont déjà entrepris, soit souhaitent développer leur affaire avec ce lien avec le sujet du HPI, du multipotentiel. Alors au menu de ce soir, bon, j'ai toujours ma petite fusée parce qu'effectivement, je m'appelle Apollo Conseil et que l'exploration spatiale est ma passion, mais ça, c'est pas le sujet de ce soir. Au milieu de ce soir, je vais vous parler des atouts des entrepreneurs HPI. Alors, ce sera en fait les atouts des HPI sous l'angle de l'entrepreneuriat. Les zones aveugles des HPI et des multipotentiels sous l'angle de l'entrepreneuriat. Et puis, enfin, on parlera des clés pour devenir ou redevenir un entrepreneur HPI à succès. Autrement dit, comment vous appuyer sur vos atouts, comment vous faire fi de vos zones aveugles, ou plus exactement, comment avoir une lucidité sur vos zones aveugles pour pouvoir revenir vers le succès. Alors, encore une fois, je le dis à tout le monde, d'abord, je suis ravi de vous accueillir. Vous pouvez interagir pendant tout le webinaire qui va durer 45 minutes avec le bouton questions-réponses. Donc, vous ne voyez que vos questions, mais bien évidemment, je reformule les questions de tout le monde pour que vous puissiez avoir accès aux réponses de tout le monde et donc interagir, en fait, bénéficier de l'interaction et de l'enrichissement de chacun. Voilà, donc je vous invite vraiment à poser vos questions et à faire vos remarques pendant ce webinaire. Moi, j'aime bien y répondre de façon continue et en direct. J'essaye d'être attentif en même temps que je fais ma présentation et je garderai quelques instants pour la fin pour toutes vos questions, mais bien évidemment, vous en aurez posé peut-être entre-temps. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben voilà, je vais commencer en fait par une anecdote personnelle. Je vais quand même revérifier que tout va bien au niveau des messages. Alors, voilà, parce que j'ai pas vérifié tout le monde. Ok, bon, bah, très bien. Parfait. Allez, on repart sur la présentation. Voilà. Alors, pourquoi une anecdote personnelle? Ça, c'est une image de moi en 2001, donc c'était un peu ancien, il y a 24 ans. Et je dirais alors que tout allait pour le mieux dans ma carrière. Et c'est un peu de ça dont je voudrais vous parler, parce qu'en fait, donc c'était à une époque où j'étais directeur d'un établissement d'enseignement supérieur, et j'ai eu des parents instituteurs, fonctionnaires très éloignés du monde de l'entrepreneuriat, et à qui, d'une certaine façon, cette perspective de l'entrepreneuriat faisait certainement très très peur. Et ils m'ont sans doute retransmis d'une certaine façon une partie de cette inquiétude de tout ce qui est incertain d'une façon générale. Alors que pourtant, cette incertitude, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel les HPI peuvent particulièrement bien naviguer. Et aussi loin que remontent mes souvenirs finalement, j'ai toujours senti en moi, je pense, cette envie entrepreneuriale, ce goût de l'exploration et ce goût de l'ouverture. Mais d'une certaine façon, pour faire plaisir à mes parents, j'ai fait les meilleures études que je pouvais faire, et donc je suis devenu ingénieur. Voilà, j'ai fait une école qui s'appelle l'École centrale de Lyon. Je suis rentré derrière dans un groupe automobile qui s'appelle PSA Peugeot Citroën, qui est devenu Stellantis. Et en fait, à l'époque, on appelait PSA la grande famille. Alors pourquoi on appelait ça la grande famille? Parce que à mon époque, on rentrait chez PSA, mais pour ne jamais en sortir. C'est pourtant ce que j'ai fait au bout de 10 ans. Je pense que là encore, je devais avoir besoin de l'air du large qui m'appelait, certainement aussi aux grandes dames de mes parents. Et alors, déjà à l'époque, quand j'ai quitté PSA au bout de 10 ans, j'ai eu du mal à définir mon projet. Alors, je partais sur des choses qui étaient plutôt dans la continuité parce que je me disais que c'était plus pertinent de m'appuyer sur mon expérience dans l'automobile. Sauf que ça m'empêchait de découvrir de nouveaux horizons et justement cet horizon entrepreneurial qui toujours m'attirait en même temps qu'il me faisait peut-être un petit peu peur.
Alors j'ai quand même pris un virage à 90 degrés, comme je vous disais. Cette photo, eh bien c'est moi quand je suis directeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé en logistique industrielle. Alors il y avait quand même cette continuité avec euh, mon passé dans l'automobile, puisque j'avais fait beaucoup de logistique industrielle dans mon expérience de PSA. Je me demande si tout va bien, vous m'entendez toujours ou est-ce que voilà. Ah ouais, voilà, très bien. Il y a un petit message de Delphine qui me confirme. Pareil avec Michelin. Oui, oui, effectivement, Michelin et PSA avaient certaines proximités. Je reprends le fil de ma présentation. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Au bout de 5 ans, j'ai été donc directeur de cet établissement pendant 5 ans, et après 5 ans dans ce poste qui m'a plutôt bien réussi, en fait, je me suis laissé porter par les événements parce que tous les jours où je venais à mon poste, je réfléchissais au coup d'après, mais franchement, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire au coup d'après. Et donc, je me suis laissé porter par les événements et c'est mon directeur de l'époque, qui était le directeur de la chambre de commerce, qui m'a proposé un autre poste. Et donc, je suis devenu directeur de l'entrepreneuriat et de l'innovation au sein de la CCI de Rennes. Et en même temps, en parallèle, en 2001, j'ai intégré le Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement de dirigeants d'entreprise dont l'objectif, c'est de les faire progresser sur leur pratique de dirigeants. Et je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de moins que tous ces dirigeants d'entreprise? Moi, j'étais un dirigeant salarié, j'étais pas un dirigeant entrepreneur, mais vraiment, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de moins qu'eux? Je voyais tout ce qu'ils étaient capables de faire, de créer ou de reprendre, et pour autant, moi, je n'osais pas encore me lancer. Il m'a fallu quand même 14 ans avant que je franchisse le pas. Et encore, hein, j'ai en quelque sorte été mis au pied du mur, puisque en fait, après 11 ans à la chambre de commerce, eh bien, on m'a licencié. Alors, je pense que j'ai tout fait pour que ça aboutisse de cette façon-là, mais en fait, je me reconnaissais plus dans l'environnement de la CCI. Je crois que j'étais arrivé au bout d'un cycle et surtout, j'avais vraiment besoin de liberté et d'autonomie et ça ne me correspondait plus. Et en fait, cette aventure de l'entrepreneuriat est créée chez moi, encore une fois, des sentiments contradictoires. D'un côté, l'envie d'explorer, mais de l'autre, je me disais, mais est-ce que je suis capable? Et surtout, dans quoi me lancer? Et depuis que je suis indépendant, eh bien, je réalise à quel point j'ai eu de vrais atouts pour développer mon activité. Mais surtout, il m'a fallu du temps pour réaliser que j'étais différent et que mon projet serait différent. Et donc, il m'a fallu du temps pour comprendre que je ne fonctionne pas comme les autres et que ma cible devait me ressembler d'une certaine façon. Alors pourquoi je vous ai raconté tout ça? Parce que d'une part, j'ai vraiment eu le sentiment de perdre plusieurs années à me chercher, à ne pas oser, à me poser la question, dans quelle direction aller? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis compétent? Est-ce que je suis enfin prêt? Et quel projet lancer? Et comment vais-je pouvoir me vendre alors que j'ai du mal à me vendre et je dirais même j'ai du mal à m'accepter moi-même? Alors, j'ai envie de vous poser la question, et vous, combien de temps vous êtes prêt encore à patienter? Combien de temps vous êtes prêt à perdre d'une certaine façon avant de franchir le pas ou avant de vraiment passer le cap du développement de votre activité? Et puis, la deuxième réflexion que ça m'appelle, c'est que dans ma carrière professionnelle, tout s'est passé de façon tout à fait fluide et j'allais dire merveilleuse, avec une grande réussite jusqu'au jour où j'ai commencé à ne plus me sentir à ma place. J'en parle d'ailleurs dans un article, peut-être que vous l'avez vu. En fait, je pense que j'étais fatigué d'être dans la suradaptation aux autres. La suradaptation, c'est vraiment un des facteurs clés des HPI et des multipotentiels. Et en étant suradapté, eh bien, je n'osais pas, je n'arrivais pas à avancer. Et le jour où ma vraie personnalité s'est exprimée pour la première fois, tout a commencé d'une certaine façon à dérailler. Alors, je comprenais plus ce qui m'arrivait. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? C'est que peut-être vous aussi, vous avez eu ce sentiment qu'à un moment donné, tout déraille, rien ne fonctionne plus comme avant. Et quelle solution vous avez trouvé? Et si oui, si ça vous est arrivé, eh bien, d'une certaine façon, vous êtes au bon endroit. Alors, je vous ai dit que j'allais vous parler des atouts des HPI en tant qu'entrepreneur. D'abord, le premier atout, c'est qu'ils sont très autonomes. Alors, c'est non seulement une aptitude chez les HPI, mais c'est aussi une valeur profondément ancrée et c'est un besoin. Ils veulent dépendre de personne d'une certaine façon. C'est d'ailleurs ce qui les conduit à être très souvent mal à l'aise dans un environnement de salariat, surtout si la hiérarchie est très pesante. Le deuxième atout qu'ils ont pour l'entrepreneuriat, c'est qu'ils ont l'esprit responsable. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'esprit responsable? Ils sont très authentiques et très sincères, ils sont très entiers et ils ne peuvent pas concevoir de ne pas assumer pleinement tous leurs actes.
Et c'est bien ça, hein, être responsable. Et je me souviens quand j'ai appris à piloter des avions, des petits avions hein, de tourisme, le plus grand plaisir, c'était de sentir comment l'avion réagissait immédiatement à toutes mes actions. Quand je pousse le manche en avant, l'avion descend. Quand je tire, il monte. Quand je l'oriente vers la droite, l'avion tourne à droite, etc. Eh bien, j'avais vraiment le sentiment que je devais mon avenir qu'à moi-même et que je tenais ma vie entre mes mains. C'est ça pour moi être responsable et c'est très cohérent avec l'autonomie. Le troisième point, c'est que le HPI aime et a besoin de liberté. Or, quoi de plus libre qu'un entrepreneur? Quoi de mieux qu'être entrepreneur pour être libre, hein, d'une certaine façon? Même si on n'est jamais complètement libre, bien évidemment, on a des clients, on a des fournisseurs, on a des actionnaires, on a, on va dire, un environnement de marché auquel il faut pouvoir répondre, il faut pouvoir s'adapter. Mais j'y reviendrai plus tard. Le HPI aussi est extrêmement adaptable. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui en fait un de ses soucis, c'est qu'il est parfois trop adaptable. Je vais quand même vérifier parce que je ne vois pas les messages et je me demande si vous avez exprimé des messages. Non, eh ben, pour l'instant tout va bien. Je continue donc. Comme je ne vois pas les messages arriver, je me demande si c'est qu'il y en a ou si c'est qu'il n'y en a pas. Alors, j'en étais donc à l'ultra adaptable et en progrès continu. Bah oui, parce qu'effectivement, les HPI, c'est des champions de l'adaptation. Ils sont, alors, justement, c'est là où il y a un petit message. Oui, bonjour Isabelle, enchanté de nous rejoindre. Et alors là, du coup, je ne sais pas pourquoi, dans ma version ma nouvelle version de Zoom, je n'accède pas. Eh ben voilà, ça y est, j'accède enfin à mon diaporama. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'ils sont des champions d'adaptation. On pourrait même dire qu'ils sont des caméléons, hein, d'une certaine façon, professionnels. Ils adorent apprendre en permanence, ils adorent progresser en permanence. Et ce progrès continu, ce progrès permanent, ben, c'est essentiel pour un entrepreneur pour se remettre en cause, pour s'adapter en permanence à son marché. L'autre atout du HPI, c'est qu'il est polyvalent. Alors, je dirais même qu'il est plus que polyvalent, il est polyexpert. Et ce terme polyexpert est bien plus puissant de mon point de vue que polyvalent, parce que non seulement il est capable de s'adapter à toutes les missions auxquelles il doit faire face, il doit concevoir une offre, il doit la produire, il doit la vendre, il doit gérer aussi son entreprise, il doit gérer des relations, il doit développer des relations, il doit s'adapter à, on va dire, des interlocuteurs très divers. Mais en même temps, il va beaucoup plus loin, il est vraiment capable de comprendre assez finement chacun des sujets pour pouvoir s'interfacer efficacement avec tous ces interlocuteurs. Voilà, il est aussi extrêmement créatif et innovant. Alors pourquoi il est créatif? Bah parce que il a un cerveau qui part en arborescence, il fait des connexions entre des sujets qui n'ont pas forcément de rapport a priori. Et ce côté très créatif, très innovant, bien évidemment, contribue au fait qu'il est capable de s'adapter en permanence à son marché et j'allais dire d'être avant-gardiste sur son marché. C'est bien mieux que juste s'adapter à son marché. Plus encore, je considère que les HPI, les multipotentiels, sont visionnaires. Alors, en quoi sont-ils visionnaires? Ils adorent anticiper, ils adorent avoir un coup d'avance. Et ça, c'est un mécanisme qui est spécifique à l'homme, mais c'est particulièrement développé chez le HPI. Par exemple, en ce qui me concerne, il y a des années et des années, c'était au début des années 90, j'écoutais beaucoup de musique, j'en écoute toujours d'ailleurs, et j'avais tout un tas de CD, des compact disques, comme on dit, de musique. Et je me disais, mais pourquoi ne pas regrouper tous ces CD sur un mini ordinateur? En fait, j'étais en train d'inventer le lecteur MP3, mais 10 ans avant qu'il n'arrive. Donc voilà pourquoi je dis qu'ils sont visionnaires, parce que ce genre d'histoire, j'en entends en permanence chez mes clients. Ils sont aussi extrêmement réactifs et plus rapides que la moyenne. Alors oui, la vitesse, c'est vraiment caractéristique chez le HPI, même si peut-être certains me diront que bah non, ils se trouvent plus lents, mais en fait, d'une façon générale, leur cerveau va plus vite. D'une façon générale, leur cerveau est extrêmement réactif. Alors, une remarque de Delphine. C'est top d'être avant-gardiste, mais si on n'arrive pas à embarquer un minimum à part,
nous fait prendre pour des gens bizarres. Bah oui, effectivement, c'est difficile à faire concrétiser les idées géniales qu'on peut avoir. Oui, et d'une certaine façon, la chance que vous avez, si vous êtes entrepreneuse, Delphine, c'est que, alors, je vois aussi au passage Sophie qui dit la discussion est désactivée de mon côté. En fait, oui, il n'y a pas de discussion, mais par contre, vous pouvez poser vos questions et je vois vos questions et bien évidemment, j'y réagis et j'en fais profiter, j'en fais bénéficier tout le monde. Donc, pour répondre à Delphine, ben oui, quand on est entrepreneur, d'une certaine façon, être avant-gardiste, ça va être d'abord et avant tout convaincre ses clients et c'est en ça que je dis que une des clés de la réussite, ça va être aussi de choisir peut-être vos clients, de choisir des clients qui sont adaptés à votre offre avant-gardiste. Et puis peut-être aussi de prendre conscience à quel point vous êtes avant-gardiste, parce que parfois vous l'êtes tellement que ça n'est pas encore acceptable, même par des clients qui sont eux aussi avant-gardistes. Bon voilà, j'essaye de faire court et simple, bien évidemment. Alors Isabelle qui dit je mets le bazar, je ne sais pas pourquoi. Je vois toujours en premier ce qui ne va pas. Ah oui, ok, d'accord, parfait. Euh, à être trop polyvalente et caméléon. Donc ça, c'est Julie. Mon CV ne semble pas inspirer confiance auprès de recruteurs. Alors là, je vais m'orienter peut-être plus, Julie, sur des aspects entrepreneuriaux. Mais je vais quand même tâcher de répondre à votre question un petit peu après, Julie, sous l'angle carrière salariale, on va dire. Donc oui, ils sont plus réactifs, ils sont plus rapides, ils ont des connexions synaptiques au niveau cérébral qui sont plus rapides, et donc tout ça fait qu'ils vont plus vite. Et quand on va plus vite, eh bien évidemment, on a toujours un coup, voire deux, voire trois coups d'avance. L'autre avantage, c'est qu'ils sont très exigeants. Alors, ils sont très exigeants, ça peut avoir deux facettes, hein, bien sûr, positives et négatives, mais comme ils sont très exigeants, eh bien, effectivement, ils sont toujours très exigeants avec eux-mêmes, avec la performance, avec leur niveau de performance, avec le niveau de qualité de produit ou de service qu'ils vont délivrer. Et donc, tout ça va jouer positivement parce que ils sont extrêmement attentifs aussi à la qualité qu'ils délivrent. Ils ont aussi une forte sensibilité. Alors, j'ai mis à leur marché parce qu'en fait, ils ont une forte sensibilité tout court. Donc, ils ont entre autres cette sensibilité. Ils vont l'appliquer notamment à la détection de comment évolue leur marché. Et donc, ils vont être parmi les premiers à sentir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans leur marché et qu'est-ce qui peut, dans quelle direction il faut aller. Et puis enfin, ils ont un management qui favorise l'initiative. Alors, tous les entrepreneurs ne sont pas des managers, bien sûr, mais j'ai envie de dire que même les indépendants ont un côté manager quand ils managent leurs clients, ils managent leurs fournisseurs, ils managent des partenaires. Bah oui, effectivement, ils sont très dans l'initiative, le fait de favoriser l'initiative. On pourrait parler d'empowerment d'une certaine façon. Et quand ils ont des collaborateurs, bien évidemment, ça donne une grande puissance à leurs collaborateurs et à leur équipe. Alors après les atouts, bien évidemment, on va parler des zones aveugles. Alors la première zone aveugle, c'est qu'ils ont tendance à se disperser, d'où cette image de petite abeille qui peut-être ne se disperse pas, mais donne le sentiment de se disperser. Alors oui, effectivement, ils s'intéressent à énormément de sujets, à 1000 sujets, domaines. Ils ont même tendance à sauter d'un sujet à un autre. Alors je fais une brève parenthèse pour dire que si en plus le HPI est couplé avec une tendance qu'on appelle les troubles de l'attention, et bien les troubles TDA, eh bien ça vient renforcer ce côté dispersion. Ceci étant, le TDA, ça peut se travailler, ça peut aussi se soigner. Mais en tout cas, les HPI ont aussi cette tendance à se disperser, à avancer sur plusieurs sujets en même temps. Alors, ils peuvent se sentir frustrés d'une part de ne pas tout explorer. Ils ont aussi tendance à lancer plusieurs projets à la fois. Ils ont tendance aussi à avoir plein d'idées et à ne pas savoir comment choisir. Voilà un petit peu la difficulté. Alors, pourquoi je dis zone aveugle? Parce qu'en fait, pour eux, être fonctionner de cette façon-là, c'est fonctionner normalement. C'est juste quand ils voient les autres qui ne comprennent pas pourquoi ils sont toujours focalisés sur un seul sujet. Alors, en réalité, ils ont conscience, mais ils ont conscience, mais en étant dans la suradaptation, et c'est en ça que, d'une certaine façon, et parfois ils ne se rendent plus compte à quel point ils peuvent se disperser. Et donc ils ne se rendent plus compte, ils n'ont plus suffisamment de regard externe pour pouvoir se dire, ah ben oui, peut-être que finalement on s'en rendait plus compte de ça. Et c'est en ça que j'appelle ça une zone aveugle.
Et tout ça, bien évidemment, eh ben, ça freine leur passage à l'action, ça la rend moins efficace. Alors, ils sont très très performants par certains aspects, mais ça peut les rendre moins performants. Et puis vis-à-vis de leurs clients ou de leurs partenaires, ils peuvent être perçus comme manquant de vision ou à long terme ou manquant de persévérance. Donc ça peut ne pas être très très bon, effectivement. La deuxième zone aveugle dont je vais parler, c'est qu'ils ont tendance à abandonner facilement. Alors là, on voit un coureur ou une coureuse, plus exactement, qui abandonne la course en cours de route. Ben oui, parce que ils font tout très vite, y compris pour envoyer leur projet aux oubliettes quand ils sentent soit qu'ils ne vont pas y arriver, soit que c'est trop difficile. Alors, qui plus est, quand c'est couplé à une très forte exigence, eh bien évidemment, c'est assez fréquent de se retrouver à se dire, ouh là là, mais dans quoi je me suis embarqué? C'est beaucoup trop compliqué. Je devrais revenir à quelque chose de plus raisonnable. Alors, vient s'ajouter à ça le regard des autres, la dépendance au regard des autres qui fait qu'on se dit, oui, mais tous les autres jugent mon projet complètement irréaliste, donc il faut bien, c'est logique que je l'abandonne. Oui, sauf que aller vite parfois, c'est oublier la persévérance, la ténacité dans l'entrepreneuriat. Ce sont des qualités qui peuvent être absolument essentielles. Euh, voilà. Alors, un petit message ou une question. Julien, compliqué de devoir attendre les autres dans certains projets collaboratifs. Bien sûr, quand on est dans la collaboration, et c'est là où je dirais quand on est salarié et quand on est entrepreneur, c'est pas du tout la même chose parce que quand on est salarié, on maîtrise pas les gens avec qui on travaille, ou on maîtrise pas toujours. On peut par certains aspects les décider, nos équipiers, mais pas toujours. Quand on est entrepreneur, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le choix d'être indépendant aussi pour ces raisons, pour ne pas avoir à attendre. Et donc, je vais à ma propre vitesse. Et c'est ça qui est absolument génial, c'est que je m'éclate dans ma vitesse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, à ce sujet, j'ai accompagné au sujet de l'abandon, j'ai accompagné un ingénieur qui souhaitait créer sa boîte et qui, à plusieurs reprises dans sa carrière, en fait, a totalement changé d'orientation. Alors, il a fait des changements d'orientation tellement radicaux. Il a cumulé plusieurs changements très importants, comme par exemple changement de pays et pas n'importe lequel, changement de type d'activité d'entreprise, changement de poste, changement de fonction. Donc, on voit bien qu'il a cumulé énormément de difficultés, énormément de changements d'un seul coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis en danger, il s'est mis en difficulté et il s'est retrouvé en situation d'échec d'une certaine façon. Alors, en fait, je pense que, parce que je le connais bien, parce que je l'ai accompagné, ça n'était qu'une situation d'échec partielle. Et lui le percevait comme un échec, mais parce que là encore, c'est aussi une tendance des HPI à tout amplifier. Et il voyait que les échecs et il ne voyait pas, et comme l'a dit Isabelle tout à l'heure, il voyait peut-être pas les aspects positifs. Mais il n'empêche quand même qu'à avoir mis tant de changements d'un seul coup, eh bien, ça a eu deux conséquences. D'abord, se mettre en danger et donc peut-être dégrader son estime de lui. Or, le problème, un des problèmes numéro un des HPI, c'est qu'ils ont tendance déjà à avoir une estime de soi qui est assez réduite. Alors ça se travaille, mais le problème c'est que quand on met tout dans le mauvais sens, évidemment ça n'aide pas. Et puis la deuxième conséquence, c'est qu'on ne voit pas forcément à quel endroit ça a pêché, qu'est-ce qui était bien comme changement et qu'est-ce qui était peut-être pas tout à fait adapté. Donc prendre les bonnes décisions finalement, tirer les bonnes conséquences, les bonnes conclusions de tous ces changements. Euh, Autre zone aveugle, c'est qu'il pense ne jamais être prêt. Un peu à l'image de ce jeune homme qui se regarde dans la glace, qui se dit bah non, il faut encore que j'ajuste ça dans mon maquillage, etc. Bon, oui, alors en fait, ils ont un haut niveau d'exigence, ils ont tendance à être perfectionnistes, ils adorent apprendre, et donc il leur est très facile de dire qu'ils doivent encore acquérir une compétence de plus avant de se lancer, que ce soit comme salarié ou comme entrepreneur d'ailleurs. Alors c'est pareil, j'ai accompagné beaucoup de consultants indépendants et tous étaient dans une véritable addiction aux formations. Alors moi, je vais parler de ce que je connais, de ma situation. Je me suis formé à la gestion de crise, à la gestion du changement, au management libéré, à la psychologie positive, à la PNL. Enfin, je vous passe tous les détails. Et en fait, au bout d'un moment, on se rend compte que une vie ne suffit pas, même plusieurs vies ne suffisent pas. Et je dirais même que plus on avance dans le temps, plus la masse de choses qu'on ne pourra jamais apprendre augmente. Donc à un moment donné, on se rend compte que, ben, en fait, il faut bien se lancer quelque part. Et en fait, en réalité, quand je parle de des personnes que j'accompagne, bien souvent, le problème c'est pas tant d'apprendre, de continuer à apprendre, de continuer à gagner en compétences. Le problème c'est de reculer
sur certains aspects, de faire un blocage sur certains aspects, comme par exemple le fait de se vendre. Et ça, je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et en plus, hein, cette tactique de repousser l'échéance, bah, les conduit à confirmer qu'ils ne sont pas capables d'y aller. Donc du coup, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif d'autoconfirmation. Ah ben j'ai bien fait de pas y aller parce que de toute façon, j'y arrivais pas. Et donc je tends inconsciemment à créer les conditions qui vont confirmer l'hypothèse que j'ai formulée. C'est-à-dire, bah, je vais pas y arriver, même si cette hypothèse est complètement fausse. Et ça, les HPI sont très sujets à ce biais cognitif. Alors, un autre aspect, et ça, je sais qu'il y en a plusieurs avec qui j'ai discuté avant ce webinaire d'entre vous qui sont dans ce cas-là, c'est qu'ils ont envie de créer avec d'autres personnes, mais ils ont du mal à bien s'entourer. Alors, pourquoi je dis qu'ils ont du mal à bien s'entourer? D'un côté, ils ont une certaine sensibilité, ils sont capables de sentir les personnes avec qui ils vont plutôt bien s'entendre, sauf que ils sont assez comment dirais-je, ils ont une certaine, un certain aveuglement par rapport à des personnes qui pourraient être manipulatrices, voire toxiques pour eux. Donc ils se font assez facilement avoir. Ils le découvrent assez vite, mais il n'empêche que après il est trop tard. Ils sont engagés. Et moi j'en ai accompagné plusieurs des entrepreneurs qui cherchaient surtout à se remettre d'histoires comme ça extrêmement négatives. Alors effectivement, ça comprend plusieurs aspects, hein, le fait de bien s'entourer. Les HPI aiment bien s'entourer, ils aiment pas être seuls en général, même s'ils ont besoin aussi de moments d'isolement. Et comme ils aiment apprendre et s'ouvrir à la différence, bah, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont apprécier travailler et s'entourer avec des personnes très différentes. Mais ce faisant, les personnes sont tellement différentes que la communication ne passe pas facilement. Et ça, c'est un sujet extrêmement important. Euh, Quand on est multipotentiel, pardon, on est tellement différents que ça n'est pas si simple de communiquer avec des gens qui sont extrêmement éloignés de soi. Or, c'est un petit peu une tendance qu'ils ont tendance à faire. Ensuite, parmi ceux qui le ressemblent ou qui font comme si, bah, comme je vous disais, il y a les manipulateurs. Alors effectivement, ces manipulateurs se masquent derrière des gens qui sont très ouverts, très empathiques, souvent assez fins, assez intelligents. Et donc, forcément, bah, les conséquences de ça elles peuvent être extrêmement délétères, désastreuses à long terme. Et puis enfin, quand ils sont créateurs ou entrepreneurs, ils ont besoin de s'entourer de personnes qui sont pas trop éloignées de leur vitesse, de leur mode de fonctionnement. Mais ça se trouve pas forcément très facilement. Ces gens-là sont plutôt minoritaires. Mais encore une fois, c'est pas forcément un réflexe naturel. Alors l'autre zone aveugle, c'est qu'ils ont du mal à se vendre. Alors là, j'ai choisi cette image de d'un vendeur de chars dans Astérix, qui est vraiment le bonimenteur par excellence. Je suis désolé. Alors effectivement, d'abord, en fait, les HPI voient l'acte de vente, en fait, ils voient les vendeurs à l'image de certains bonimenteurs un petit peu caricaturaux. Donc déjà, c'est une des difficultés, c'est qu'en fait, tout le monde n'est pas comme ça, et l'acte de vente n'est pas forcément, on va dire, un acte de bonimentage, si je puis dire. Donc tout ça, ça serait opposé à leurs valeurs de sincérité, d'authenticité. Ça n'est absolument pas une fatalité. Ensuite, les HPI voient leurs clients à leur propre image, c'est-à-dire des gens très exigeants. Donc ils se disent, je vais jamais être à la hauteur des exigences de mes clients. Donc ils s'imaginent que voilà, il faut toujours progresser. Et en fait, c'est là où le sentiment d'imposture peut guetter. Et puis enfin, il y a aussi le manque d'estime de soi, comme je vous disais, ça c'est un facteur qui est extrêmement fréquent chez les HPI. Et donc, le manque d'estime de soi produit aussi ce sentiment d'imposture, ce sentiment de ne jamais être à la hauteur. Donc, comme quand on est entrepreneur, on commence par se vendre soi en tant que personne avant de vendre ses produits ou ses services, ben, bien évidemment, ça joue de façon très forte. Alors, à ce sujet, il y a certains de mes clients qui me disent, mais est-ce que c'est bien raisonnable d'entreprendre après 50 ans? Alors que, objectivement, les créateurs les plus expérimentés ont vraiment plus de chances de réussir sur la durée. Pourquoi? Bah parce que justement, ils ont plus d'expérience. J'ajoute qu'ils n'utilisent pas la bonne méthode pour vendre. Beaucoup de mes clients HPI me disent j'ai horreur de prospecter. Mais en fait, quand on est HPI et qu'on a forcément un produit ou un service très avant-gardiste ou très innovant à proposer, on n'a pas forcément besoin de prospecter. On a surtout besoin de s'afficher comme étant quelqu'un d'avant-gardiste sur ce sujet, sur cette niche bien précise. Et à ce moment-là, les clients viennent à vous spontanément. Si vous prospectez de façon complètement
hasardeuse, eh bien, vous avez 95 chances sur 100 ou risques sur 100 de tomber sur des gens qui ne seront jamais vos acheteurs, qui ne seront jamais vos clients et qui même ne comprendront pas votre offre. Alors, il y avait une question ou une remarque. Isabelle, je travaille seule hors équipe commerciale. C'est un frein. Agent commercial en bien immobilier depuis 12 ans. Mon enseigne me laisse faire. Hélas, pas de personne comme moi, demi-patron en fait. Alors, je suis pas bien sûr de comprendre, Isabelle, mais euh, mon enseigne me laisse faire. Oui, alors c'est peut-être tout simplement que quand on est agent, enfin quand on est agent immobilier, quand on est dans le agent commercial dans les biens immobiliers, on est sur un marché classique, si j'ose dire. Alors à moins peut-être de vous présenter très clairement comme étant sur une niche de ce marché. Oui, alors vous précisez loin du pyramidal. Ouais, je suis pas bien sûr de comprendre. Bon, en tout cas, est-ce que le fait d'être seul en tant que commercial est un handicap? Je ne crois pas spécialement. Je crois surtout que ce qui peut être un frein, c'est de ne pas avoir bien compris qu'on est différent, de ne pas avoir bien compris que son offre est différente ou d'être en incohérence entre sa personne et son offre. Ça peut être aussi un facteur. Voilà. Je ne sais pas si ça vous éclaire, Isabelle, mais voilà à quoi je pense. Euh, alors, ils ont du mal à se vendre, mais ils ont aussi un rapport paradoxal à l'argent. Alors, pourquoi ils ont un rapport paradoxal à l'argent? Parce que ils ont un peu du mal avec le fait de gagner de l'argent. Alors, pour eux, ça dirait une connotation un peu d'extorquer de l'argent de la part des autres. Alors, c'est très en lien avec ce que je venais de dire, hein, c'est-à-dire l'image qui se font de la vente, l'image qui se font d'eux-mêmes aussi, hein, sentiment d'imposture. Donc, qui je serais, moi, pour oser demander de l'argent pour ce que je fais? Et alors, en plus, comme c'est tellement facile de faire ce que je fais, voilà, c'est une des difficultés. Mais en même temps, rapport paradoxal parce qu'ils ont besoin d'argent. Alors, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais peut-être plus encore que les autres. Pourquoi ils ont plus besoin d'argent? Parce que, ce sont des personnes plutôt sensibles. Donc, cette sensibilité fait que ils ont quand même besoin d'un certain confort, d'un confort de vie en général qui est peut-être plus élevé que la moyenne. Et puis, une deuxième raison que je vois, c'est qu'ils ont aussi une tendance à beaucoup donner d'énergie, à apporter beaucoup d'énergie aux autres. Mais donc, ils ont aussi besoin de se ressourcer. Ils ont besoin de moments de ressourcement et d'isolement. Or, ces moments de ressourcement et d'isolement, eh bien, ça coûte de l'argent. Et puis, enfin, ils ont besoin d'apprendre aussi, parce qu'ils adorent apprendre. Et ces moments pour apprendre, eh bien, ça coûte aussi de l'argent. Je regarde ma montre pour ne pas être trop en retard. Alors, après tout ça, les clés pour redevenir un entrepreneur à succès. Alors, en même temps, je crois qu'il y avait une remarque. Ok, Isabelle qui me disait exact. Merci. Alors, les clés pour redevenir un entrepreneur à succès. La première clé que je vais vous proposer, c'est de travailler votre estime de vous. Oui, pourquoi? Parce que c'est un véritable pilier. Euh, pour arriver à mieux vous vendre, pour arriver à sortir du sentiment d'imposture, tout ça, il faut prendre conscience aussi de votre haut niveau d'exigence qui a tendance à porter un regard sur vous-même extrêmement dur et puis, le fait d'avoir conscience de vous-même fait que vous allez vous dire, OK, peut-être que j'ai une mauvaise estime de moi, mais dans le fond, quand je regarde les autres, finalement, je devrais avoir finalement une meilleure estime de moi. Donc, ce travail sur l'estime de soi, ça n'est pas forcément simple à faire quand on est HPI ou multipotentiel. Pourquoi? Parce que les tactiques habituelles qui seraient... alors, moi, j'ai longuement utilisé le petit cahier d'estime de soi de Rose Politique, qui est super, hein, franchement, je vous le recommande. Mais en même temps, il y a un côté qui peut sembler un peu artificiel, et c'est en ça que je vous dis que il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui soit spécialiste de HPI pour vous aider à travailler votre estime de vous, parce que moi, je me suis rendu compte que les tactiques habituelles ne fonctionnaient pas bien. Il y avait un côté, encore une fois, un peu artificiel, de répétition, que je m'aime, que je suis quelqu'un de bien. Bah oui, mais il y a une autre petite voix qui me dit, mais attends, mais c'est n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il faut inventer des tactiques qui sont spécifiques à notre histoire, à notre vécu. Et notre vécu, c'est un vécu de rejet, un vécu d'incompréhension qui remonte à loin. Et c'est bien là-dessus qu'il faut travailler. Alors, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à du travail de psychologie, mais dans le fond, ça peut se faire tout à fait dans un cadre de coaching professionnel.
Et c'est ce que je fais moi régulièrement avec mes clients. Deuxième axe que je vous propose, c'est fixez-vous des ambitions atteignables. Alors, ça veut dire quoi atteignable? Ça veut dire que en fait, quand les objectifs ne sont pas suffisamment ambitieux justement, eh ben on a tendance à s'ennuyer. On se dit non non mais ça va pas me motiver suffisamment et je vais pas y aller. Ok, d'accord. Le chemin entre suffisamment ambitieux et pas trop ambitieux, il est étroit, mais il est possible. Et donc ça repose aussi sur une prise de conscience de à quel point on est décalé par rapport au monde extérieur, par rapport à la moyenne des gens. Nous fixons des ambitions assez démesurées en général, et donc ça, on n'en a pas conscience. C'est en ça, encore une fois, que j'appelle ça des zones aveugles. Euh, voilà. Qu'est-ce que j'avais comme petit exemple? Bah ouais, alors c'est comme pour entretenir la souplesse du corps avec l'âge, hein, c'est un entraînement de tous les jours, hein, de se fixer des ambitions atteignables. Alors j'ai une autre image aussi, c'est l'alpiniste qui part du camp de base. Alors si l'alpiniste qui va à l'Everest fixe un regard trop vers le haut de la montagne, il va se décourager beaucoup plus vite que celui qui va regarder d'abord le camp 1 et qui va régulièrement se retourner pour dire ah mais j'ai déjà fait tout ça. Donc voilà, se fixer des ambitions atteignables et en même temps célébrer ses premiers pas et s'encourager. Alors, en même temps, il y a une question. Karine, pouvez-vous donner un exemple d'adaptation spécifique pour l'estime de soi? Alors, oui, je peux dire par exemple que une des tactiques que moi j'utilise avec mes coachés, c'est de les faire travailler sur des moments de leur vie où ils ont reçu des feedbacks négatifs, des messages de rejet, des messages d'incompréhension, et c'est de leur apprendre à y porter un regard nouveau. Voilà. Je peux pas tellement en dire plus parce que voilà, ça deviendrait vraiment du coaching individuel et là j'ai pas le temps, mais c'est une des tactiques que j'ai imaginées. Euh, Concernant le processus de vente, comme je vous disais tout à l'heure, ben, renversez le paradigme. Au lieu de prospecter, affichez-vous comme étant extrêmement différent avec votre offre spécifique, mais ça suppose justement d'oser s'afficher, d'oser ne pas plaire à tout le monde, et ça suppose d'avoir travaillé son estime de soi, d'où le premier point que je vous ai évoqué. Et une fois qu'on s'affiche, à ce moment-là, viennent à vous les gens pour qui vous êtes véritablement fait. C'est ce que j'ai fait, moi, à titre personnel, et c'est ce que j'invite à faire, et c'est ce que j'encourage à faire tous mes clients. Prenez conscience aussi de votre avant-gardisme, à quel point vous êtes avant-gardiste. Encore une fois, un des axes à retenir de ce webinaire, c'est que nous n'avons pas conscience à quel point nous sommes différents des autres. Nous n'avons pas conscience à quel point nous sommes avant-gardistes. Nous n'avons pas conscience à quel point notre avant-gardisme est incompréhensible par la plupart des gens. Sortez du déni. Alors pourquoi je dis sortez du déni? Parce que j'ai énormément de personnes qui m'appellent, qui me disent Cyril, en fait, moi, je vous appelle et je vous contacte non pas parce que je suis HPI, hein, c'est parce que j'ai lu votre article et je me reconnais complètement de votre article. Mais moi, je suis pas HPI, hein, de toute façon. J'étais très mauvais à l'école. Alors bah, oui, ok, mais ça n'est absolument pas une preuve. Dites-vous bien que il y a des tas de, en fait, il y a un taux de décrochage et d'échec scolaire qui est encore plus important chez les HPI que chez les non-HPI. Voilà. Donc, on est d'accord, on n'aime pas ce terme HPI aussi, hein. Il y a vraiment une connotation d'être plus intelligent. Non, je ne considère pas qu'être HPI, c'est être plus intelligent que les autres. La notion d'intelligence, elle est bien plus subtile et complexe que ça. Mais pour autant, c'est pas parce que on n'est pas d'accord avec l'idée de l'intelligence ou que HPI signifierait être plus intelligent qu'il faut se refuser d'aller voir de quoi il est question et d'entrer dans le sujet. Vous n'êtes pas obligé de clamer le fait d'être HPI pour l'assumer pleinement. Et ainsi de savoir faire de vos différences de véritables atouts, comme des Roger Federer, des Amel Bent, des Franck Gastambide ou des Shakira. Euh, alors concernant la dispersion, ben moi je vous dis apprenez à contrôler votre cerveau. Alors ça peut sembler complètement paradoxal d'apprendre à contrôler son cerveau alors que on n'a pas le don d'ubiquité ou le don de schizophrénie, hein, un cerveau qui contrôlait son cerveau. Mais en fait, si, c'est quand même possible. C'est en fait un travail de compréhension neurocognitive et à partir du moment où vous comprenez
votre fonctionnement neurocognitif, eh bien, vous allez vous mettre en mode méta et ce mode observation va vous permettre de contrôler la façon dont votre cerveau se disperse ou part dans toutes les directions à la fois et vous empêche d'avancer sur vos objectifs. Alors, Julie, le nom du livre que vous avez cité concernant l'estime de soi. Petit cahier d'estime de soi de Rose Poletti, Poletti. Pierre, terrible ça. Même un like sur LinkedIn, on se dit un tel va juger, nous penser prétentieux. Exact, c'est vrai. Alors moi, je l'affiche, mais moi c'est différent parce que j'en ai fait mon métier. Mais demain, si vous créez votre entreprise, j'en sais rien, dans la serrurerie industrielle ou dans l'intelligence artificielle ou dans que sais-je encore, ou même dans le commerce, vous n'avez absolument pas besoin de mentionner ce terme sur votre profil ou sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. N'est-ce pas au-delà la société qui a du mal à accepter la différence? Oui, bien sûr, on est d'accord, Pierre. La société a du mal à accepter la différence et je dirais même, paradoxalement, elle a peut-être de plus en plus de mal à accepter la différence, alors même qu'on en parle de plus en plus. Et c'est pas si paradoxal, je pense que c'est une sorte de réaction épidermique à cette expression des différences. On a bien vu avec l'expression des différences d'orientation sexuelle. Au début, on a dit, bah oui, enfin, quand même, il faut savoir les accepter. Puis à un moment donné, ça part tellement dans tous les sens. On se dit, bon, ben, ça suffit là maintenant. Et puis quoi encore? Et ça nous renvoie à des choses qui nous font peur. Donc toutes ces différences, effectivement, et d'une façon générale, le HPI fait peur. Euh, Autre point, travailler votre gestion des émotions. Alors pourquoi je dis ça? Parce que en effet, les HPI sont sujets à des émotions extrêmement fortes et que ça les empêche d'avancer de façon performante. Qu'est-ce que je m'étais noté encore sur ce sujet? Oui, alors en plus, évidemment, dans les émotions du HPI, la principale, c'est celle de la colère. Alors la colère, alors pourquoi c'est celle de la colère? Parce que c'est l'émotion de la frustration. Et la colère est une émotion socialement totalement inacceptable. En tout cas, son expression. Ça ne veut pas dire on n'a pas le droit de se mettre en colère. Et c'est peut-être là où justement il peut y avoir un quiproquo. C'est qu'on a le droit de se mettre en colère, mais tout dépend de quelle façon, sans être en colère, sans déborder de par sa colère. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas facile. Alors, la gestion des émotions, c'est un peu la même chose que la gestion de l'estime de soi. Je peux vous dire que moi, j'ai expérimenté ce sujet, je le connais très très bien. Je me suis formé X fois à la question des émotions, en particulier quand j'ai été certifié en tant qu'expert praticien en psychologie positive au travail. Donc, ce sujet des émotions, je le connais très très bien. Je peux vous dire que les tactiques de gestion des émotions classiques ne fonctionne pas bien. Pourquoi? Un exemple, quand on vous dit, quand l'émotion arrive, il faut apprendre à respirer. Ok, ça fonctionne pour 95% des gens ou 90, mais dans 10% des cas, les gens les plus sensibles, ça n'est pas possible tout simplement parce que l'émotion arrive trop vite, trop fort, et il est donc déjà trop tard pour apprendre à respirer, pour même respirer, même si vous avez déjà appris à respirer. Euh, Formez-vous, faites-vous aider. Bah oui, parce que effectivement, quand on a des zones aveugles, eh bien, il faut apprendre à découvrir, à lever le brouillard sur ces zones aveugles. Et tout ça ne se fait pas soi-même facilement, je peux vous le dire, puisque moi-même, j'ai cherché à avancer tout seul et ça m'a pris une dizaine d'années à comprendre ce qui se passait pour moi. Une dizaine d'années. Alors, êtes-vous prêt à perdre une dizaine d'années pour ça? Êtes-vous prêt à perdre une dizaine d'années pour vous dire, OK, bon, mais j'ai compris maintenant qui je suis. Ouais. Et pourquoi c'est difficile? Parce que on ne peut pas avoir un œil complètement objectif sur soi. Et pour l'autre raison, c'est la fameuse suradaptation. On est tellement dans la suradaptation aux autres qu'on finit par être convaincu d'être comme les autres. Et en étant convaincu qu'on est comme les autres, eh bien, on ne peut plus avoir un regard objectif sur ces différences. Alors, des remarques, des questions.
Delphine, si je comprends bien, on est avant-gardiste, il faut mettre ça en avant comme argument commercial et on s'attend à ce que nos clients viennent à nous, mais vous dites en même temps que notre avant-gardisme est incompréhensible pour la plupart des gens. Du coup, comment assurer qu'on aura assez de clients pour vivre? J'ai envie de dire, Delphine, que moi, je me suffis d'un tout d'un micro, voire un nano pourcentage de clients possibles sur cette terre et même en France, hein, puisque je ne travaille que avec des francophones. Euh, je ne sais pas combien il y a de HPI en France. On va dire aller 2 ou 3% de la population sur 60 millions. Ça fait combien? 120 000 personnes? Non, ça fait plutôt 1 million de personnes ou moins. Peut-être 1,5 million. Moi, j'ai absolument pas besoin d'1,5 million de clients. Bon, voilà. Je sais pas si je réponds à votre question, Delphine, hein, mais vous avez pas besoin de tant de clients que ça. Mais peut-être que la difficulté, c'est d'accepter qu'on va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est pas simple et c'est relié au manque d'estime de soi. Euh, Anitra, quelles sont les approches pédagogiques ou de management les plus efficaces pour les personnes HPI? Alors, est-ce que c'est comment bien manager les personnes HPI ou comment être un bon manager en tant que HPI? Je crois que c'est plutôt la première. Comment bien manager les personnes HPI? Eh ben, très clairement, il faut leur laisser. Alors déjà, il faut avoir une connaissance du sujet. Parce que si on n'a pas une connaissance du sujet, on va faire des erreurs. De toute façon, on va adapter, on va plaquer un modèle qui correspond très bien à 95% de personnes, mais pas du tout à ces 2 ou 3% de personnes. Deuxième chose, il faut leur laisser de l'autonomie, de la responsabilité, il faut leur faire confiance, mais en même temps, il faut amener du contrôle et beaucoup de feedback parce qu'ils ont besoin de ce contrôle et de ce feedback pour être rassurés en permanence sur le fait qu'ils sont dans la bonne direction. Et aussi du contrôle pour les aider à ne pas se disperser, pour les aider à avancer, pour les encourager aussi. Bon, c'est un sujet très très vaste, hein. Euh... Isabelle, j'ai 60 ans, dépêchez-vous les Jones, très bien. Alors, formez-vous, faites-vous aider. Bah oui, parce que encore une fois, vous n'avez pas ce regard suffisamment objectif sur les choses. Alors, je vois qu'il est l'heure, donc je vais avancer. Alors, faites-vous aider, faites-vous accompagner, et surtout, si vous vous faites coacher, faites appel à un coach ou une coach qui est spécialisée en HPI, qui est elle-même ou lui-même HPI. Si ce n'est pas le cas, il va y avoir une incompréhension et encore une fois, le coach va chercher à plaquer des méthodes, des façons de faire, des compréhensions de vos modes de fonctionnement qui ne sont absolument pas vos modes de fonctionnement. Je vais prendre un exemple encore une fois sur la gestion des émotions. On va vous dire, apprenez à respirer, mais ça ne fonctionne pas. Les émotions arrivent trop vite, trop tard, trop fort. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, pour plein de choses comme ça. Je vais vous donner un autre exemple, la procrastination. On va dire, mais la procrastination, apprenez à vous focaliser, mais surtout pas. Apprendre à se focaliser pour un HPI, c'est vraiment aller à l'encontre de son mode de fonctionnement naturel. Il peut se focaliser, il est capable de se focaliser quand il a défini un projet qui est suffisamment motivant pour lui et dont il sait qu'il va pouvoir aboutir. Mais bon, il n'empêche que même sur un projet très très motivant, et c'est mon cas, je fais plusieurs choses à la fois et j'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle d'une masterclass? Parce que au-delà d'un accompagnement individuel, vous pouvez aussi, pourquoi pas, bénéficier un accompagnement collectif. Et j'ai presque terminé, c'est promis. Alors, la masterclass, c'est quoi? C'est une formation action qui est destinée pour vous à comprendre vos modes de fonctionnement spécifiques et apprendre à en faire des forces surtout. Et aussi lever vos freins et lever vos zones aveugles. C'est aussi bénéficier d'un bilan personnalisé, d'identifier vos forces personnelles parce que chacun est différent. C'est aussi d'apprendre à clarifier vos objectifs professionnels parce que parfois on n'y voit pas clair dans ces objectifs et de les rendre réalisables puisque je vous parlais d'une tendance à mettre la barre trop haut et d'identifier surtout des pistes concrètes pour atteindre vos objectifs. C'est aussi de réussir à vous engager durablement dans l'action vers l'atteinte de ces objectifs grâce à la dynamique collective. Parce que, en effet, la dispersion et la procrastination guettent en permanence. Mais c'est aussi, cette masterclass bénéficie d'un réseau durable de confiance, de personnes qui vous comprennent et avec qui partager. Et pourquoi pas peut-être demain de trouver un emploi ou de co-créer un projet en toute confiance.
Alors concrètement, c'est quoi? C'est 4 journées en présentiel, c'est que du présentiel, je ne fais pas de distanciel pour cette formation. C'est des groupes de 6 mini et de 10 maxi. Pourquoi? Bah, pour garantir une dynamique collective et en même temps vraiment une relation multi-individuelle, si je puis dire, et vraiment un contact personnalisé. Il y a une session qui va démarrer à Lyon le 4 novembre 2025 et vous retrouverez toutes les dates sur mon site web et une autre à Paris à partir de mars 2026 et j'en ai une en cours en ce moment à Paris mais qui est déjà commencée. Voilà, les tarifs c'est à partir de 1 200 € net. Voilà, je suis à l'écoute de vos questions. J'avais quelques messages personnels, mais comme il est un petit peu tard, je pense que je vais préférer être à l'écoute de vos contacts, de vos questions. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Isabelle qui dit qu'elle est championne de procrastination, qu'elle s'ennuie vite. Bah oui. Mais attention, s'ennuyer vite n'est pas une fatalité et être tout le temps dans la procrastination non plus. Ça n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, procrastination a une connotation un petit peu péjorative. Et je considère qu'il n'y a pas nécessité d'y voir un côté toujours péjoratif. Alors, bah, s'il n'y a pas plus de questions que ça, je vais vous rappeler que vous avez la possibilité, pardon, je suis vraiment désolé, de prendre rendez-vous avec moi. Donc, ce rendez-vous, c'est quoi? C'est 30 minutes, ce que j'appelle un rendez-vous exploratoire. Le but pour vous, c'est d'y voir plus clair sur votre situation, sur vos objectifs, mais c'est surtout d'avoir des pistes d'action concrètes pour avancer vers vos objectifs et lever vos freins vers l'action. Voilà. Alors, eh ben, et s'il n'y a pas plus de questions ou de réactions, eh bien, écoutez, on va se dire au revoir et puis bonne soirée à tous.